Although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. Nikki Haley qui jette la serviette aujourd'hui, qui se retire qui suspend sa course, en fait, mais qui souhaite quand même bonne chance à Donald Trump. Est-ce qu'on peut parler de réunification? Pour l'instant, elle refuse vraiment de se rallier. On verra la suite. Mais c'est clair maintenant, on s'en doutait, Biden-Trump, c'est un match retour. Ils vont s'affronter lors des élections du 5 novembre prochain. Mais ce match revanche, pour lequel les Américains semblent avoir peu d'appétit, semble que 67 des Américains ne veulent rien savoir de ces deux candidats-là. Ils sont très déçus. Mon invité, Piotr Smolar, correspondant à Washington pour Le Monde. Bonsoir, Piotr. Bienvenue à 24/60. Merci de me recevoir. Alors, Nikki Haley, le lendemain de course était prévisible. Quelle lecture faites-vous de la manière dont elle quitte la course et vers qui iront ses partisans, ses fidèles? Alors, elle a dit adieu à ses primaires républicaines à sa façon, c'est-à-dire de façon assez polie, gracieuse et en même temps subtile. Polie parce qu'elle a félicité Donald Trump pour sa victoire, et en même temps, elle ne s'est pas rangée derrière sa bannière, et elle a clairement dit que Donald Trump devrait mériter les voix de tous ces républicains et de ces indépendants qui ne se sont pas retrouvés pour l'instant du tout dans la candidature de Donald Trump. Que vont devenir ces électeurs? C'est évidemment un grand sujet, un grand enjeu de la prochaine présidentielle qui probablement se jouera à quelques dizaines de milliers de voix près dans quelques États clés. On a remarqué que l'équipe de campagne de Joe Biden a immédiatement publié un communiqué après le discours solennel de Nikki Haley ce matin pour lui rendre hommage à son courage, pour son engagement dans les primaires républicaines, et puis pour s'adresser directement à ses électeurs en disant: écoutez, il y a des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord, mais par contre, nous pouvons nous retrouver sur l'essentiel, sur les alliances américaines dans le monde, par exemple au sein de l'OTAN, sur la défense de la démocratie et d'un certain nombre de valeurs fondamentales. Alors que Donald Trump l'a humilié encore une fois, même après la défaite. Alors, donc, ce seront des voix à conquérir par les deux camps, les républicains comme les démocrates. Si on parlait un peu de la perspective des démocrates, parce qu'on a tellement parlé de Donald Trump, la perspective des démocrates devant les stratégies à établir, ils ont écrit un texte, un mémo, des sortes de lignes de presse que vous avez lues ligne par ligne. Est-ce que ça donne une perspective juste de ce que devra faire Joe Biden pour inverser la tendance? Et là, on va montrer un court extrait où il dit « Les résultats ont confirmé ce que nous savions déjà. Donald Trump se présente aux élections générales en boitant comme un candidat blessé, dangereux, impopulaire. Il est à court d'argent, assiégé par une multitude de problèmes extérieurs. » Est-ce qu'ils ont une bonne lecture de Trump? Écoutez, c'est le 5 novembre qu'on saura s'ils ont une bonne lecture, parce que cette élection, pour l'instant, paraît extrêmement incertaine. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que les démocrates et l'équipe de campagne de Joe Biden luttent contre des vents défavorables en termes de couverture médiatique. C'est-à-dire que Donald Trump a eu un certain nombre d'excellentes nouvelles au cours des jours récents. La décision de la Cour suprême, par exemple, refusant le principe de sa disqualification des primaires. Ensuite, cette espèce de vague en sa faveur au cours du Super Tuesday hier. Et donc, et en plus de cela, il y a beaucoup d'interrogations sur les capacités physiques et cognitives de Joe Biden à affronter cette nouvelle campagne présidentielle et puis un éventuel mandat en cas de victoire. Et donc, la stratégie démocrate, elle consiste à dire, le bilan de Joe Biden au cours de ces 3 dernières années est remarquable, une croissance forte, 14 millions et demi d'emplois créés, etc., etc. Et 2, Joe Biden est le seul à pouvoir en quelque sorte défendre la démocratie américaine face à la menace représentée par Donald Trump. Mais il va falloir aller chercher les électeurs pour les convaincre, car comme vous l'avez dit vous-même, il y a un rejet majoritaire aujourd'hui aux États-Unis vis-à-vis des deux candidats. Et que Joe Biden ne peut pas se contenter uniquement de miser sur le rejet de Donald Trump comme argument négatif jouant en sa faveur. Alors, évidemment, Biden a une coalition fragile.
ils ont misé dans ce fameux texte publié aujourd'hui sur la grande performance de M. Biden dans les États pivots. Et qu'il y a aussi du vote blanc dans les États pivots. On sait que, vous l'avez dit, ça joue parfois peut-être par quelques milliers de voix avant de déterminer qui va avoir les grands électeurs pour finalement arriver au sommet. Est-ce qu'ils font... que doivent-ils faire, dans le fond, pour aller chercher ce vote blanc? C'est-à-dire, ça évoque la fameuse politique américaine face à Israël et au Hamas. Alors, effectivement, les démocrates ne peuvent pas se permettre d'assister à la démobilisation d'une partie de cette coalition qui avait permis la victoire historique de Joe Biden en 2020 avec plus de voix que n'importe quel autre président dans le passé. Ils ne peuvent pas. Et donc la guerre à Gaza et sa poursuite dramatique et l'espèce de blanc-seing qu'offre l'administration Biden à Israël, c'est quelque chose qui fait actuellement des dégâts au sein d'une partie de la gauche, une minorité, mais une minorité qui peut être déterminante dans les sondages. De la même façon, l'administration Biden va insister très lourdement dans les mois à venir sur la question de l'avortement, qui demeure un facteur de mobilisation absolument majeur, notamment chez les femmes et au sein de l'électorat jeune. L'équipe de campagne de Joe Biden devra aussi faire des efforts vis-à-vis de la communauté noire, qui est assez amère vis-à-vis de Joe Biden. Elle n'a pas l'impression d'avoir vraiment bénéficié de ces 3 dernières années. Et il y a, même si pour l'instant c'est minoritaire, il y a une tentation d'un vote Trump par endroit au sein de cette communauté. Ouais. Et donc il y a beaucoup de travail devant Joe Biden. Je crois d'ailleurs à ce titre que son discours sur l'état de l'Union demain soir va être en quelque sorte un premier rendez-vous solennel qui va lui permettre de poser les bases de sa future campagne. Un discours très important. Abordons maintenant le positionnement de Liz Cheney, celle qui a mené les travaux sur les événements du 6 janvier. Elle lance un mouvement. Elle avait déjà fait campagne. Elle veut prendre tous les moyens pour bloquer Donald Trump. Et elle dit le Parti républicain a choisi, il désignera un homme qui a tenté de renverser une élection et de prendre le pouvoir. Nous avons 8 mois pour sauver notre République et nous assurer que Donald Trump ne sera plus jamais près du bureau ovale. Rejoignez-moi dans la lutte pour la liberté de notre nation. On ne sait pas si ça va profiter aux démocrates ou pas. Tout ce vote anti-Trump chez les républicains, qu'incarnait aussi Nikki Haley, comment les ramener du côté démocrate? Alors, je dirais que Liz Cheney représente vraiment l'école de ce qu'on pourrait appeler les Never Trumpers, ceux qui, quelles que soient les circonstances, s'opposent à Donald Trump. Au cours des primaires, Nikki Haley a tenté de rester sur une ligne de crête en ne se présentant pas comme une candidate anti-Trump, en revendiquant même son action auprès de Donald Trump sous sa présidence, lorsqu'elle était ambassadrice auprès de l'ONU. Mais c'est vrai qu'il y a un contraste absolument saisissant entre le comportement de Nikki Haley, celui de Liz Cheney, et celui de l'écrasante majorité de l'établissement républicain, qui s'est couché devant Donald Trump et devant sa marche triomphale vers l'investiture. D'ailleurs, on peut mentionner à ce titre Mitch McConnell, oui, le chef de file des Républicains au Sénat, qui aujourd'hui a apporté son soutien à la candidature de Donald Trump, alors que ce même Donald Trump s'était moqué avec des accents racistes de l'épouse de Mitch McConnell. Oui, qui est taïwanaise, je crois. Et Mitch McConnell qui s'est élevé quand même au Congrès pour reconnaître que l'élection de 2020 n'était pas volée. Alors, quand elle dit qu'il a essayé de voler l'élection, lui, il se plaint de s'être fait voler l'élection, mais en réalité, c'est lui qui essaie de voler l'élection, peut-être en ce moment. On va se laisser là-dessus. Piotr, c'est toujours inquiétant. C'est un lapsus, mais c'est toujours intéressant de vous lire dans le quotidien Le Monde. Merci. Au revoir. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir.